Merci beaucoup Olivier d'être là, on est très honorés. Je ne sais pas, peut-être si vous voulez introduire le film avant les films. Oui, pas grand-chose avant les projections, puisqu'en principe les films sont censés tenir tout seuls sur leurs pieds. Mais bien évidemment, après la projection des deux films, ce ne sera pas seulement un dialogue entre Patrick et moi, mais je l'espère un dialogue aussi avec vous. Ces deux films ont été faits dans le même mouvement. Ça signifie grosso modo à la fois dans la même dynamique de production et avec des collaborateurs assez proches. C'est une manière de travailler que j'essaye de suivre régulièrement, puisque la mise en route d'un projet est toujours quelque chose d'un peu lourd, et puis une fois que c'est en route, il faut essayer de profiter du mouvement pour tirer un maximum de bénéfices, pour tirer le plus beau parti possible de ce qui se trouve être mis en place d'un point de vue technique et puis aussi du point de vue de la dynamique de création avec quelques collaborateurs. Les deux films sont rassemblés sous un titre général qui ne se trouve pas sur les génériques des films eux-mêmes, et ce titre général c'est Mensonges et Vérité. Donc ce sont deux films qui traitent de cette question-là sous des aspects différents, mais peut-être c'est intéressant d'avoir ça à l'esprit lorsqu'on découvre ces deux documentaires fiction, qui sont des portraits de deux artistes. D'abord le portrait d'un photographe hongrois, et ensuite le portrait d'un collagiste. C'est une mauvaise habitude que j'ai de traiter des sujets un peu durs. Quand on fait les films, souvent on s'amuse beaucoup. Puis après, quand ils sont terminés, qu'ils sont à l'écran, on se rend compte avec la réaction d'une partie du public, en réalité, ils contiennent des choses pas toujours rigolotes. Mais donc, n'ayez pas peur, je ne suis pas loin, et nous en parlons après. Je remercie Olivier et Pauline de m'avoir invité, parce que c'est toujours un honneur et un plaisir de parler avec Olivier. Il se trouve qu'il y a quelques temps, on était à Namur et on présentait aussi deux films d'Olivier. Et il y a quelqu'un qui avait posé une question que j'avais trouvée assez rigolote, où il avait demandé à Olivier comment il pouvait se faire qu'il soit quelqu'un d'apparemment si sociable, affable, gentil, en faisant de tels films. Et je me dis, quelque part, les deux films que vous venez de voir sont peut-être un peu une réponse à cette question du rapport entre la vie et l'œuvre. J'ai l'impression que dans ces deux portraits, il y a un point commun, qui est le fait que c'est des gens qui sont rentrés dans leur œuvre quelque part. On peut difficilement épiloguer sur la différence qu'il y a entre la vie des gens et puis ce qu'ils écrivent ou ce qu'ils font comme film. Pour moi, c'est assez normal et assez naturel qu'il y a un grand écart entre les deux. On dit parfois qu'on fait des films, on écrit des livres pour se soigner. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est vrai. En tout cas, je pense que chacun choisit intuitivement, quand il commence à peindre, à faire de la musique, à faire des films, à écrire des sujets de prédilection. Il se fait que j'ai eu plutôt tendance à tremper mes mains dans le sang quand j'étais adolescent, et puis j'ai un peu de la difficulté à enlever les traces qui restent sur mes doigts. Mais en effet, je suis plutôt quelqu'un de paisible, donc ça ne me pose pas tellement de problèmes. Heureusement. Heureusement, oui. Est-ce que toi, tu t'es posé la question de savoir un jour, est-ce que tu as eu la tentation de rentrer dans ton univers et de disparaître? Non, non, pas du tout, non. Donc même si j'ai abordé régulièrement des sujets qui touchent la violence ou la sexualité, à chaque fois, je pense avoir essayé de les mettre dans une forme qui pousse davantage à la réflexion qu'à la fascination, même si on ne peut pas empêcher d'avoir une forme de fascination. Mais ici, dans mon idée, la fascination elle-même est une question que pose le film, notamment dans le cas évidemment de Benedek. Bon, il y en a un certain nombre d'entre vous qui le savent, soit qu'ils ont déjà vu les films, soit qu'ils en ont entendu parler, d'autres ne le savent peut-être pas et se posent donc peut-être cette question qui est de savoir quelle est la part fictionnelle et quelle est la part réelle dans ces films. Et on pourrait résumer la chose de la façon suivante: dans La part de l'ombre, tout paraît vrai alors que tout est faux, et dans La légende dorée, presque tout paraît faux alors que tout est vrai. C'est-à-dire que donc le photographe Oscar Benedek n'a donc jamais existé. C'est une fiction autour d'un personnage fictif, mais qui est documenté par
une histoire, pas seulement une histoire qui traverse l'histoire de la Hongrie à cette époque-là, mais aussi l'histoire de la photographie. Et à partir de cet aspect assez documenté, qui entraîne un travail de pastiche pour reconstituer à la fois des époques dans l'histoire de la photographie, bien que ce personnage imaginé est en avance sur son temps, forcément puisqu'il sait ce qui va se passer après. En même temps, l'ensemble de la trajectoire est plausible. Et au bout du compte, ce qui m'intéressait, ce n'était pas tellement d'éventuellement piéger le spectateur avec un personnage qui n'a pas vraiment existé en faisant croire qu'il a vraiment existé. C'était plus les questions que soulève son parcours, et notamment dans son rapport à la violence, sa fascination par rapport aux images terribles auxquelles il est confronté, etc. Et dans La Légende dorée, donc le personnage est interprété par un comédien, ce personnage n'existe pas. Il est inspiré en réalité d'un malade qui se trouve au début d'un film belge sur la folie, un film qui s'appelle Regard sur la folie. Et dans ce film, un des premiers patients qui est filmé commence à parler et il dit très exactement les paroles que dit le personnage ici en boucle quand il dit j'ai des amis mais ils sont loin, je ne sais pas si je suis fou, etc. Donc ça c'est un petit bloc qui est repris de ce documentaire et à partir duquel j'ai brodé un discours qui est une sorte de patchwork autour de la question de la folie et autour de la question de savoir pourquoi on est tellement passionné par les histoires, et notamment par des histoires effrayantes, horribles, qui présentent des situations excessives. Chemin faisant, il égrène toute une série de portraits de personnages qui sont tous des personnages historiques, qui ont tous bien existé, et même si certains de ces personnages, comme toute histoire avec un grand H, contiennent des sous-histoires avec un petit h, c'est-à-dire une part de fiction, une part de légende, la plupart des histoires racontées sont des histoires authentiques, vérifiables. Donc La part de l'ombre, au départ, était un projet de film de photo, un peu à la façon de La jetée de Chris Marker, et l'idée de départ, que nous n'avons pas réussi à tenir, était de ne mettre que des photos. Et les photos en question étaient, pour une grande part, les photos de ce photographe belge, qui est un de mes anciens étudiants de l'INSAS, et qui fait maintenant une carrière de photographe, et qui a une œuvre qui me plaît beaucoup, qui me fascine, que je trouve magnifique. Et donc, je voulais faire un film à partir de son œuvre, mais je ne voulais pas faire une sorte de clip qui serait simplement accompagné avec un discours poétique à un univers photographique qui existe déjà. Et donc on a préféré se lancer avec l'aide d'un co-scénariste qui est Thierry Orguelin dans l'écriture d'une fiction, et puis finalement on a été amené à refaire quasi toutes les photos du film, c'est-à-dire à la louche, je pense que dans le film il y a 30% des images qui sont des photos qui préexistaient, qui appartenaient à l'œuvre de Jean-François, et puis 70% sont des photos que nous avons faites à partir du scénario en respectant les critères du scénario. Quentin, c'est mon frère, on a collaboré déjà sur pas mal de films ensemble, sur pas mal de projets, et il est peintre de formation. Et donc je lui ai demandé de composer, de fabriquer le livre de collage à partir, en disant il me faut une double page pour chacun des personnages. J'ai fourni un certain nombre d'images qui me paraissaient bien de mettre dans ces doubles pages, et puis je l'ai laissé délirer avec toutes des images qui, pour la plupart, sont des images qui viennent d'Internet. Et donc après il est revenu avec le livre, et le montage c'est une composition entre les deux. Un livre autrefois très célèbre, maintenant moins connu, bien qu'il ait été réédité en livre de poche, qui est écrit par un moine au XIIIe siècle, qui est un livre qui rassemble tous les récits des martyrs des chrétiens. Donc vous avez un inventaire de tous les saints et de toutes les saintes, et vous avez une sorte de délire mystique sur la manière dont on les a coupés en morceaux, brûlés, torturés de mille façons, et comment ils renaissent de leurs cendres, les bras repoussent, ils se mettent à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas autrefois. Et c'est dans le livre déjà de Jacques de Voragine, c'est donc le nom de ce moine, c'est déjà là une sorte de boîte de Pandore, qui est évidemment aussi
un imaginaire dans lequel se déversent tous les fantasmes autour de l'appropriation du corps de l'autre, la violence et puis la délivrance mystique. Alors le livre, il y a une époque où ce livre était quasi plus lu que la Bible. C'est un succès éditorial, on va dire, extraordinaire. Et puis petit à petit, il a été mis à l'écart, étant considéré comme pas assez vrai, pas assez historique, pas assez digne de foi, parce qu'évidemment, ce livre était comme les grandes, je ne sais pas, les grands mythes grecs qui sont rassemblés par Homère ne sont jamais que des patchworks et des compositions d'histoires plus anciennes. Mais le livre reste fascinant aussi dans son écriture. C'est une écriture excessive, du ressassement, de l'épuisement, on pourrait dire, du lecteur. Il est difficile de s'accrocher, de tenir jusqu'au bout. Pas seulement parce que ce qu'on raconte est violent, mais surtout parce qu'on est dans une sorte de dédale mental qui, d'une certaine façon, pousse à lire plus avant et en même temps donne envie de s'échapper. C'est un petit peu comme les dissertations du marquis de Sade qui passent des longues descriptions érotiques, enfin soi-disant érotiques, parce que je ne pense pas que ça puisse encore stimuler beaucoup de monde d'un point de vue sexuel, mais qui sont des descriptions de débauche et puis qui alternent avec des longues pages philosophiques. Et dans Sade, il y a un peu la même chose, c'est-à-dire c'est quasi devenu impossible à lire parce que ça ne correspond plus au rythme qui est le nôtre, au rythme mental de lecture, et en même temps, c'est un texte drôle, fascinant, épuisant, singulier. Donc la légende dorée, c'est ça. Et donc ici, j'ai gardé quelques personnages de la mythologie chrétienne, et puis j'ai fourgué les faits divers. À mon sens, il n'y a pas assez d'éléments comiques, parce que c'est toujours mon but de film en film, c'est de réussir à faire un film comique, mais je rate chaque fois. Mais à mon avis, il aurait dû y avoir plus de pétomanes et de trucs burlesques. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Pour moi, les films se rassemblent sous cette appellation générique de mensonge et vérité, parce que ce sont les films eux-mêmes qui sont en partie menteurs et en même temps qui disent des vérités. Mais là, on entre dans une question philosophique dont nous ne sortirons pas, puisqu'évidemment, les menteurs disent la vérité, et ceux qui disent la vérité mentent. Et les fous disent la vérité, ils sont beaucoup plus sages que les sages, et les sages sont un peu fous. Et donc là, il y a, comment dire, une sorte de spirale dans laquelle il sera difficile de sortir. Mais en tout cas, les films invitent le spectateur à douter de l'honnêteté du film lui-même, et par ailleurs introduisent à l'écran des personnages qui ont aussi une part de suspicion, enfin qu'on peut soupçonner aussi être des menteurs. Mais au bout du compte, ça n'a pas d'importance, c'est le cas de tous les films et de toutes les histoires. Il se fait qu'ici, ce sont des menteurs avérés et repérables. Parce qu'en réalité, c'est très important pour les spectateurs, pour moi comme spectateur aussi, c'est de savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. On a un rapport un peu fétichiste par rapport à la véracité des choses. De sorte qu'une des premières personnes à qui j'ai montré ce film est un ami cinéaste. Je lui montre le film, c'était à la fin du montage, et il me dit, il fait un peu la grimace comme ça, il me dit, oui, bon, ok, mais pourquoi est-ce que tu consacres tant de temps à rendre hommage à un autre artiste? Fais plutôt un film personnel. Et donc je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte que c'est un film personnel puisque ce photographe n'existe pas? Et alors il me dit, ah mais alors c'est génial, dit-il. Et 15 jours après, je me retrouve dans un festival et il y a quelqu'un qui sort de la salle et qui me dit, incroyable votre film, ce photographe, c'est un génie, comment ça se fait qu'on ne le connaît pas? Et je lui dis, mais est-ce que vous vous êtes rendu compte que ce photographe n'existe pas, que c'est une invention? Et alors il me dit, mais alors c'est nul. Et donc cette question-là est une question qui effectivement change fort le regard par rapport à l'ensemble du film. Ce qui a masqué un peu ce qui moi m'intéressait dans le film, mais bon, c'est le destin de beaucoup de films. Le dispositif dans la légende dorée de ce face-à-face, alors c'est peut-être pas ton autoportrait, mais alors peut-être l'autoportrait du spectateur,
c'est vrai qu'il y a une sorte de il y a une frontalité, une fausse proximité, j'ai envie de dire. Parce que le film a l'air fou, mais il est extrêmement construit, et c'est un discours extrêmement sage, en fait. Mais il y a quand même, il est nourri de tout un tas de références. Au début, il y a des références à Marker-René, même peut-être à Cyberberg, qui sont des références personnelles. J'ai toujours été très touché par les personnages qui regardent directement dans la caméra. On pourrait imaginer exactement le même film en mettant, comme c'est le cas d'ailleurs dans le film dont il s'inspire, Regard sur la folie, en mettant une interlocutrice, une infirmière ou un médecin qui se trouve en face de lui, qui parle avec lui, et on aura un trois quarts face, etc. Ici, ça me paraissait plus touchant qu'ils prennent directement à partie le spectateur et qu'on se rapproche par 3 étapes de son visage, de son regard et donc de ce qui fourmille dans sa tête. Après, bien sûr que dans ce qu'il raconte, je ne peux pas... c'était difficile pour moi de m'empêcher de mettre tout le fruit de mes lectures, de mes obsessions, etc. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça n'aurait pas été les miennes, ça aurait été celle d'un autre. Le propos du film n'aurait pas nécessairement changé fondamentalement. Pour moi, le propos du film étant pourquoi sommes-nous si fascinés par les histoires et à quoi peuvent nous servir les histoires. Quand on commence à étudier le cinéma, le scénario, et qu'on est face à ce constat qui est presque imposé par l'industrie du film, vous faites des films, vous devez raconter des histoires. Un film dans lequel il n'y a pas d'histoire, ce n'est pas un film. Et pourquoi est-ce qu'on est obligé de raconter des histoires? Et beaucoup de cinéastes, et non des moindres, ont dit que les histoires, souvent, étaient pour eux le principal handicap pour faire du cinéma. Et donc, comment alors à la fois apprendre à raconter des histoires en faisant des films, et comment se rendre compte aussi que les histoires, d'une certaine manière, comme le dit Wenders, c'est une espèce de vampire qui vide le cinéma, qui vide les images de leur sang. Parce qu'elles asservissent tout le discours, tout le langage cinématographique à la nécessité de suivre le fil d'un récit, d'un début, d'un milieu, d'une fin, des personnages, etc. Et en même temps, les histoires, c'est passionnant. Donc pour moi, ça c'est la question qui m'intéressait le plus, bien au-delà des références et des particulières du film, c'était d'interroger ça. Les histoires, c'est passionnant, et en même temps, à quoi nous servent-elles, sachant qu'on n'arrête pas de ressasser les mêmes histoires depuis la nuit des temps, et que comme des enfants, on continue à sucer ce petit bonbon-là avant d'aller dormir, tout en sachant, tout en connaissant le début, le milieu et la fin de toute façon. Pas la première fois non plus que tu t'intéresses à la sainteté, il y avait un film où tu avais déjà abordé ce thème-là. Dernièrement, j'ai découvert sur Internet encore un sujet que je soumets à votre imagination. Il y a, paraît-il, des ermites au Japon, il n'y en a pas beaucoup, qui ont inventé une technique, c'est une histoire très ancienne, donc ils mangent de moins en moins, ils ne mangent qu'un peu de céréales, et ils boivent un peu d'eau, et ils se font enterrer dans une espèce de tombe, donc au-dessus c'est fermé, il y a un tube pour respirer, de temps en temps on leur met quelques petites graines pour se nourrir, et un petit peu d'eau, etc. Et avec le temps, s'ils restent immobiles, petit à petit, ils meurent et ils se pétrifient. Quand effectivement on se rend compte que visiblement ils sont morts, on bouche le tuyau et on attend, il faut laisser macérer un certain temps. Et puis après 2-3 ans ou 4 ans ou 10 ans, je ne me souviens plus, après on ouvre la boîte et on le retrouve momifié, mais pas momifié comme les momies dans les catacombes italienne, etc., mais momifié quasi comme une statue de pierre. Donc, je trouve que c'est assez beau comme idée, comme programme. Mais il paraît qu'en Belgique, nous mangeons très mal, on mange trop, on est très mal classé dans les statistiques, on mange trop de hamburgers, on boit trop de coca, on mange trop de frites, donc... Puis le climat n'est pas bon pour la momification, on pourrit très vite. Oui, on m'aurait dit on doit pourrir très vite, ouais, c'est pas bon.